Bonjour à tous et toutes. Après 25 ans à essayer, à échouer et à réessayer, Terry Gilliam a enfin sorti son film sur Don Quichotte, l'homme qui tua Don Quichotte. Ça a été vraiment une arlésienne. À chaque fois qu'il a essayé de tourner un truc, il y a eu un problème, il y a eu une inondation, il y a eu un machin, il y a eu un orage. Même cette version-là a failli ne pas se faire parce que au dernier moment, le producteur s'est à moitié retourné contre lui, il a pas voulu sortir le film ou une histoire de droit ou quelque chose de très d'une histoire de gros sous, quoi, qui a été très bizarre et qui est ressorti au dernier moment. Donc on s'est dit putain, ça y est, ça va encore être la merde. Et au tout dernier moment, genre juste quand vraiment le film allait sortir, le mec a fait un problème cardiaque quelconque, je sais plus ce qu'il avait, ou une rupture d'anévrisme, je crois, ou un truc dans ce genre-là. Et on s'est dit putain, c'est pas possible, il a enfin sorti son film, il va crever avant qu'il sorte. Finalement, le mec est venu sur Twitter en faisant en position de yoga, en faisant I'm not dead yet. Un peu comme dans Sacré Graal. I'm not dead. Et donc on dit non c'est bon, je suis pas mort, le film va pouvoir sortir, ça y est, je ne suis pas si malchanceux que ça, au final le film va sortir. Donc après tant d'attentes, voici la version de Terry Gilliam, c'est son adaptation de Don Quichotte, avec un récit qui se passe à l'époque moderne, mais comme c'est Terry Gilliam, les différentes temporalités vont se mélanger autant que les différents degrés de réalité qu'il y a dans le film. Ce qui est filmé, ce qui est réel, ce qui est dans la tête des personnages, etc. Donc on suit un réalisateur qui est joué par Adam Driver, choix comme un autre, vraiment parce qu'il est bankable en ce moment, qui se trouve en Espagne pour tourner une publicité dans laquelle il réutilise des éléments de Don Quichotte. Et par hasard, il se trouve que son film d'étudiant qu'il a fait juste en sortant de l'école a été tourné en Espagne, dans un petit village qui est juste à côté du tournage. Et quand il y retourne, donc il a plus beaucoup d'inspiration, cette pub ne l'inspire pas vraiment, il réutilise des trucs de Don Quichotte, mais il a aucune envie de la tourner, et ça se voit, il donne presque pas d'indication sur le tournage, il se fout du rendu final du plan, enfin, il s'en branle, il est complètement désabusé. Et il va se rendre dans ce petit village, et se rendre compte que la fougue de sa jeunesse, et l'entrain qu'il avait à faire ce film, a laissé d'énormes séquelles dans le petit village espagnol où il était tourné, notamment le cordonnier local qu'il avait récupéré parce qu'il a vu qu'il avait une gueule intéressante et qui, depuis le tournage, s'est tellement fait marteler dans la tête qu'il était le personnage de Don Quichotte qu'il maintient qu'il est le personnage de Don Quichotte et qu'il est un chevalier en chemin pour restaurer l'art de la chevalerie et pour redresser les torts et combattre des moulins à vent qu'il confond pour des géants. Donc, ça va un petit peu le perturber. À cause de cette rencontre, il va rentrer dans une série de péripéties et de problèmes qui vont s'enchaîner les uns après les autres et vont l'emmener dans une espèce de road trip très étrange et très barré, où donc il va essayer de ramener ce mec à la réalité, mais faut-il le ramener à la réalité, où il va essayer lui-même de se remotiver et de retrouver sa passion, et où il va également du coup retrouver dans une rencontre et essayer de régler les histoires qui sont créées à ce moment-là. Le film est pas mal dans la lignée de Terry Gilliam. J'ai un problème avec la fin. Comme dans tous les films de Terry Gilliam, il faut qu'on se batte contre une entité puissante qui t'empêche de faire ce que tu veux et qui gangrène la société. Dans ce film, c'est des mafieux. Vous savez que j'ai un gros problème avec les mafieux, mais bon, peu importe, c'est une entité, c'est un pouvoir, c'est un problème. Le truc, c'est que le film devient beaucoup trop bordélique, en fait, vers la fin. Et je dis pas ça dans le sens où on voit plein de trucs étranges, enfin c'est le principe de Terry Gilliam, on voit plein de trucs étranges, mais d'un seul coup, le thème de Don Quichotte disparaît à moitié pour être remplacé plus ou moins par un thème amoureux qui se mélange là-dedans très bizarrement et de façon très mal faite et très étrange. C'est adulciné, parce que si vous savez pas, ça vient de Don Quichotte, le mot dulciné, c'est Dulcinea, c'est la fille la princesse, je crois, qu'il veut sauver. Donc la dulcinée de Adam Driver est en danger, plus ou moins, et sachant pourtant qu'elle est en danger, à un moment, le gars l'embrasse devant la personne devant qui il faut pas l'embrasser, quoi. Et il y a un moment où tu dis, oh, tout ça commence vraiment à partir en couille et je sais plus trop ce que tu essaies de me raconter et tout ça devient un peu bordélique. Et tu comprends plus vraiment où est l'idée de Don Quichotte et du travail sur le réalisateur. Parce que c'est ça qui est vachement intéressant, je trouve, avec ce film. Alors, surtout vu ce qu'il a entouré. Don Quichotte, l'homme qui tua Don Quichotte, sonne comme un film testament, presque. Pas au sens où ce sera le dernier film de Terry Gilliam, je pense pas. Manifestement, il a encore de la réserve sous le capot et il va encore continuer, peut-être nous en sortir un ou deux autres. Mais il y a un vrai sentiment de
de regard sur son passé et de retour sur sa propre vie de la part de Terry Gilliam. Je pense pas que le film soit très biographique. J'ai entendu parler, j'ai vu vite fait qu'il avait fait un court-métrage en 16 mm à une époque, mais rien, qu'il a jamais été fini, et rien de spécifique dessus. Est-ce qu'il allait dans un village et il a rendu tout le monde fou ou pas? Peut-être un truc qui existe pour de vrai. Mais ça sent vraiment un témoignage ou un retour sur sa vie de réalisateur. Et surtout, ce que le monde du cinéma apporte. Le monde du cinéma entretient beaucoup de choses sales pour permettre de faire du rêve et des choses belles, créer parfois des choses sales, parfois sans vraiment le vouloir, parce que on pense là tout de suite aux trucs graves et sales, les affaires Weinstein, les trucs dans ce genre-là, mais juste, voilà, une personne lambda que t'as croisée au détour d'un village, tu lui as dit, tiens, tu passerais plutôt bien devant une caméra, tu veux pas te mettre devant une caméra, et comme le dit la nana du film, comment veux-tu redevenir serveuse après avoir été la star d'un film, quoi? Et il y pense pas, le gars, à la base. Il croit au pouvoir du cinéma, il croit à son propre pouvoir, à ses propres capacités à faire les choses, il croit au pouvoir de l'imagination. Et il se rend pas compte de ce qu'il est en train de semer dans la tête des gens. Et il y a un truc très particulier avec ce film, avec peut-être l'idée même de se dire, avec mes films Brasil et mes trucs dans ce genre-là, j'ai inspiré les gens à faire des choses et au final, ils pourront jamais les faire et je les ai rendus dépressifs parce que je les ai focalisés sur un truc. Il y a plein de choses qui me semblent vraiment intéressantes en filigrane dans ce film. Vraiment, on sent le film testament. Il n'y a pas de meilleur mot à utiliser. Le film témoignage de ce qu'est le cinéma et de ce que peut être son impact et de ce que ça peut provoquer, de bon comme de mauvais. Et les deux étant parfois très intimement entremêlés, quoi. Donc il y a quand même quelque chose de vachement intéressant dans ce film. Tu sens qu'il l'a bossé et qu'il l'a retravaillé sur la durée. Je sais pas si ça devait vraiment partir là-dessus à la base ou pas. Si le projet qu'il avait lancé à la toute base, genre en 99 et 2002, je crois, un truc dans ce genre-là où il essayait de le tourner. Est-ce que c'était vraiment ça, mot pour mot? J'ai du mal à le croire parce qu'il y a certains points qui semblent assez récents. Il y a tout un truc autour de sans-papiers qui sont manifestement musulmans. Et il y a tout un tas de blagues autour des barbes et dès que les gens voient des gens avec des barbes, c'est oh putain, c'est un kamikaze, ça a pété, etc. Et je comprends pas trop ce que tu essayes de me dire non plus ou ce que tu essayes de faire. Mais bon, l'aliénation de la société sans doute, hein, le fait que du coup avec un événement tu te retrouves à avoir peur de tous les mecs qui ont des barbes et plus parce que le film va un peu plus loin à ce niveau-là. Mais je sais pas, ça me paraît bizarrement intégré dans l'histoire et je sais pas si ça devait vraiment être là. Pareil, il y a un moment où il y a un personnage. Alors il y a tout un truc avec les Russes. Pareil, je sais pas si ça devait être là à la base ou si ça vient de sortir récemment parce qu'il y a les affaires avec Poutine, Trump, etc. Mais justement en plein passage russe, t'as un des personnages, qui est joué par Bill Skarsgård, qui est en train de marcher dans un couloir et qui dit ouais non le russe faut le divertir mais il a rien dans la tête, pense à tel ou tel mec et à la fin il sort pense Trump. Et tu fais le truc à Trump, à mon avis, il était pas là dans le script d'origine. Peut-être parce que Trump était quand même vachement connu aux États-Unis avant que nous on le connaisse, mais il y a des choses qui paraissent un peu particulières et je sais pas si vraiment il a réussi à garder intact son projet de base. Quoi qu'il en soit, tout ce qui est proposé dans ce film est fascinant à prendre et à regarder et à essayer. Je dis peut-être effectivement un peu de longueur. Sur la fin, je commençais vraiment à me dire là, ça devient pas que ça devient long, ça devient vide. Je vois pas ce que ça dit de plus à ce moment-là et je commence à trouver ça long et long pour des choses dont t'es conscient. Mais il y a ça fourmille de bonnes idées, ça regorge de bonnes idées. Il y a un plan magnifique. Un moment, il est en train du coup de regarder, le réalisateur est en train de regarder le film qu'il avait fait à l'époque, et donc c'est un vieux film en noir et blanc qui est tourné dans un petit village, et il le regarde sur sa télé, donc 16/9 ou 4/3 normal, enfin plus ou moins carré, et il finit par s'endormir plus ou moins, enfin par se laisser emporter par le film plus que s'endormir devant. Je pense qu'il s'endort pas devant, mais il se fait emporter par le film, et du coup on a le début d'un flashback qui nous ramène au tournage du film. Et comment est-ce qu'il fait la transition? C'est qu'on a eu 3-4 plans sur l'écran avec différents angles. Et à un moment, t'as un 5e plan sur l'écran. Et petit à petit, la caméra commence à reculer. Et en fait, plus elle recule, plus tu vois la couleur commencer à arriver dans l'image qui est en noir et blanc à la base. Donc tu dis, tiens, c'est bizarre. Et plus tu te dis, mais il y a un truc bizarre autour de l'écran, là. Ça ressemble pas à une chambre d'hôtel. Et d'un seul coup, tu vois un cordonnier en train de faire un truc. Et en fait, il filmait la fenêtre depuis le début. Le plan que tu crois être un plan sur la télé était un plan sur la fenêtre. Et il te gruge comme ça le flashback au tournage du film, en te faisant un plan dont t'as l'impression qu'il vient du film, mais qui en fait t'amène au passé et au flashback. En termes de mise en scène, c'est juste
magnifique, quoi. Il y a plein de petites trouvailles, il y a plein de petits trucs cool, il y a plein de petites idées. Des trucs aussi ultra pratiques, quoi, face caméra. Enfin, il y a un moment où ils ont un soldat, et ils veulent que ce soit qu'il ait un truc un peu éblouissant, et ils mettent des espèces de trucs de CD sur la selle du cheval, et du coup ça fait des espèces de reflets très bizarres qui vont un peu partout dans le truc, et c'est complètement fait main, quoi. C'est complètement crade, même un peu dégueulasse, mais ça marche vachement bien pour créer cet univers à moitié réel, à moitié fantasmé. Et vraiment, au fur et à mesure du film, tu sais pas dans certaines scènes si tu vois une vraie scène ou si tu vois un fantasme, et petit à petit tu commences à avancer avec le personnage et à suivre le degré de réalité qu'il a l'impression lui de vivre. À un moment on vit une scène du moment où il a tourné le film à l'époque, et on revient ensuite à l'époque normale avec un fondu qui est sur le même plan au même endroit, et juste les personnages changent de place, et pendant un moment du coup le personnage actuel regarde le personnage d'avant. Il y a un très beau sens de mise en scène quand même. Il y a certains petits moments où tu te dis, t'as l'impression qu'il fait exprès et qu'il va trop loin et que ça marche pas. Notamment au niveau des langues dans ce film. Donc ça se passe en Espagne. Je sais pas pourquoi j'ai envie de dire Madrid depuis le début, au lieu de dire Espagne. Donc ça se passe en Espagne. Et donc il y a certains moments où il parle espagnol. Et à un moment, il y a une scène, il parle espagnol et ils sont sous-titrés. Et donc Adam Driver regarde le personnage qui est en face et fait « Oh, on n'a pas besoin de ça, on se comprend l'un l'autre. » Et d'un seul coup, il passe la main et il vire tous les sous-titres qui étaient en dessous de l'écran. Donc le mec brise le 4e mur, et est conscient qu'il est dans un film. Et tu dis, je veux bien, hein, ça peut être rigolo, mais dans quel degré de réalité je suis du coup à ce moment-là? Parce que en fait, il y a presque un degré de réalité ultime. Tous les murs sont brisés en fait. Aucune pièce n'a 4 murs. Toutes les pièces n'ont que 3 murs. Enfin, toutes les scènes n'ont que 3 murs dans le film. Et en gros, même la réalité du film n'est pas une réalité. Tellement les réalités se mélangent, quoi. Enfin, c'est du coup vachement intéressant comme idée. Mais c'est un peu bizarre. Pareil, il y a un autre truc, c'est que comme on est dans un film qui est principalement en langue anglaise, il faut que les personnages espagnols parlent anglais. Et du coup, il a mis un petit sketch, un truc un peu rigolo, c'est que quasi les seuls Espagnols qu'on voit dans le film qui ne savent pas parler anglais ou qui ont beaucoup de mal, qui écorchent les mots et qui donnent les mauvais mots et qui ont du mal à les trouver, c'est 2 flics. Et du coup, le truc c'est que dans les 2 scènes où ils se parlent, les flics se parlent entre eux. Donc ils ont aucun besoin de parler anglais. Donc c'est clairement pour le film qu'ils parlent anglais, mais comme c'est des flics espagnols, comme c'est des flics tout court, évidemment ils savent pas parler une autre langue. Et donc du coup, ils parlent super mal anglais. Ils parlent anglais comme une vache espagnole. Peut-être qu'en anglais, l'expression c'est parler anglais comme un flic espagnol. Je sais pas, c'est possible, il y a un truc dans ce genre-là, mais c'est un drôle de brisage de 4e mur quand même. Tu comprends? C'est difficile de voir sur quel degré de réalité se base ce brisage de 4e mur. Et ça en mélange vraiment plusieurs. Ça mélange le fait que t'es dans un film, donc tu veux que la scène soit en anglais, et en même temps, tes personnages qui parlent anglais sont des flics espagnols dans le film, donc ils parlent mal anglais. Il y a tellement de trucs qui se mélangent, et c'est un petit peu ça le truc. Je trouve quand même qu'il y a un côté un peu fourre-tout, mais quelque part cohérent avec le côté film testament d'une carrière et du style de Terry Gilliam. Mais il y a un petit côté un peu fourre-tout de brisage de 4e mur, de dimension, de réalité, de ce genre-là, qui font que, à certains moments, ça devient un peu laborieux et un petit peu ennuyeux de suivre le film. Vraiment, je vous dis, à partir de l'acte 3. Je n'ai aucun problème avec le film jusqu'à ce qu'on arrive à l'acte 3. Bon, il y a des moments qui sont un peu particuliers, un peu space, mais l'acte 3, c'est vraiment le moment où tu fais ça rame, mon Dieu, ça rame. Reste que ça reste vachement intéressant à voir, il y a des bons délires visuels, quels que soient les effets qu'il utilise, ça marche plutôt bien, il y a des décors intéressants, certains assez tripants, certains un peu minables, mais je crois aussi que c'est une allusion au tournage du film précédent. Il y a un moment, les gars se retrouvent carrément dans une décharge, et ils avaient dit qu'en particulier dans la version avec Jean Rochefort qu'ils avaient voulu tourner, un des trucs principaux, c'est qu'ils disaient que les décors ne ressemblent à rien, et je suppose que les décors devaient ressembler presque à une décharge ou un truc, fait que ça devait être moche. Et donc il y a une scène qu'il a volontairement fait se dérouler dans une décharge presque pour avoir un écho presque à ce truc-là. Donc voilà, il y a quand même vachement d'idées qui sont intéressantes, et même quand il a des décors qui sont pas intéressants, il les rend intéressants, et il a trouvé des décors qui étaient intéressants mais tout n'étant pas intéressants. Et puis il y a le style visuel de Terry Gilliam. Ça fait longtemps que j'ai pas vu des angles aussi larges et aussi fat pour filmer des grands châteaux et des grandes entrées et des grands machins. Enfin, il y a quelque chose visuellement qui passe vraiment très très bien dans le film. Donc voilà. Si vous êtes fan de Terry Gilliam, si vous avez envie de le voir, et a priori vous devez avoir envie de le voir, les fans de Terry Gilliam attendent ce film depuis des années et des années,
Donc, il faut essayer, il faut aller le voir, bien sûr. Si vous n'êtes pas familier de Terry Gilliam, ça restera un de ses films les plus terre-à-terre quand même. J'avais déjà dit que Zero Theorem était plus terre-à-terre, c'était un des derniers films qu'il avait sorti. Le dernier film, je crois. Et je pense qu'on pourrait même commencer complètement la filmographie de Terry Gilliam avec Don Quichotte, l'homme qui a tué Don Quichotte. Parce que ça reste la réalité de base est une réalité beaucoup plus facile à gérer, quoi. C'est pas de la SF, c'est pas un truc complètement fantasque, c'est pas Brésil, c'est pas machin. C'est une réalité normale, des décors réels, il a tourné vraiment dans des déserts plus ou moins, enfin en tout cas des terrains espagnols. Donc voilà, on sent quand même qu'il y a un truc qui est beaucoup plus réaliste, qui pourra peut-être vous aider à mieux gérer le côté délirant du personnage. Après, j'admets qu'effectivement, pour un film qui a mis autant de temps à se développer, c'était pas extraordinaire. Mais c'est là la tragédie de ce film. C'est que il avait probablement pas prévu que ce soit un grand film, L'homme qui tua Don Quichotte. Le seul problème, c'est que quand t'es un réalisateur et que t'as vraiment une idée en tête, généralement tu l'as pas ailleurs, et une fois que tu l'as eu, t'as vraiment envie de le faire, quoi. Donc, sachant, même si c'était pas le meilleur film qu'il ait pu écrire, ou le meilleur film du monde, ou l'histoire la plus intéressante, il fallait qu'il le sorte, quoi. Il fallait qu'à un moment, cette histoire qu'il a dans sa tête puisse prendre forme réelle et qu'il puisse la sortir et qu'il puisse en faire autre chose. Et c'était pas forcément l'histoire qu'il avait le plus envie de raconter, ni le film qu'il considérait le meilleur de sa filmographie. C'est juste le film qu'il a eu le plus de mal à réaliser. Pour tout un tas de malchance qui n'avait rien à voir avec la qualité du film ou pas. Donc c'est un film plutôt relativement normal, mais qui sera du coup plus accessible pour vous si vous voulez voir les délires de Terry Gilliam qui en font quand même partie. Il y a un truc intéressant d'ailleurs par rapport à ça, je vais juste finir là-dessus. C'est le côté, il avait l'idée en tête, il fallait absolument qu'il la sorte. Il y a un commentaire intéressant sur le personnage du réalisateur qui est joué par Adam Driver dans le film. Le mec te sort littéralement un moment, je ne fais jamais de rêve, je ne rêve pas. Et tu dis, un réalisateur qui ne rêve pas, tu m'étonnes qu'il n'arrive pas à faire son métier, quoi. Tu m'étonnes qu'il ait aucune volonté, qu'il ait aucune motivation, qu'il ait aucune aspiration. Si t'as pas quelques trucs quand même qui te viennent en tête régulièrement, pas forcément en dormant, mais juste, enfin voilà, être rêveur, quoi, y avoir des idées qui viennent en tête, ça devient effectivement un peu plus compliqué. Donc il y a un commentaire intéressant sur la réalisation et sur le cinéma en général dans ce film, qui est du coup assez intéressant et que je vous encourage à aller voir. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao!